Élue dans Marie-Victorin en 85, elle a été députée pendant 22 ans. Lorsqu'elle se lance en politique, Cécile Vermette dispose d'une expérience de travail auprès des malades, des personnes âgées et des groupes communautaires, ainsi qu'en gestion de divers comités et conseils d'administration. Bienvenue à Mémoire de député. Bonjour, Mme Vermette. Bonjour. Madame Vermette, votre père était un organisateur politique dans le temps de Duplessis. On remonte à une belle époque. Est-ce qu'il vous entraînait dans les assemblées partisanes toute jeune? Ah, mon Dieu, oui. Écoutez, j'ai baigné dans la politique dès ma naissance, en fait, je pourrais vous dire. Je me souviens très bien qu'à force de trouver... aller dans ses livres et ses archives, j'ai trouvé une lettre qu'il m'avait adressée. Je suis née le 19 janvier 1945, donc ça ne me rajeunit pas moi-même. Mais à ce moment-là, il m'avait fait parvenir une lettre, ma première lettre. Et ceci, c'est ta première lettre. Et il m'avait envoyé, en fait, une invitation pour participer dans la Galerie des Dames aux travaux de l'Assemblée nationale. Alors, c'était comme prémonitoire ou prédestiné. Mais en fait, effectivement, et j'ai suivi mon père régulièrement dans toutes les assemblées publiques, politiques de l'époque. Est-ce que vous trouviez le temps long? Parce que les assemblées étaient quand même de longue durée, beaucoup d'orateurs. Et il faut vous dire que oui, effectivement. Mais j'étais assez coquine à l'époque. J'étais assez tannante aussi. Vous vous souvenez, ça se passait dans les salles paroissiales à l'époque, dans les sous-sols d'église, les salles paroissiales. Bon. Alors, moi, écoutez, à un moment donné, là, je m'en allais m'asseoir sur les genoux de mon père. Puis là, je disais, là, papa, là, c'est trop long, il faut s'en aller. Alors, là, Alors, comme j'étais un petit peu turbulente, et on trouvait un moyen de dire, bien, là, on va essayer de la calmer un petit peu. Avant les discours de tous les nobles et puis du premier ministre à l'époque, M. Duplessis, je faisais une petite déclamation. Alors là, comme ça calmait le jeu. J'étais un petit peu plus calme. Et ça me permettait, moi, en même temps, de démontrer ma présence. Alors, j'étais tout à fait heureuse de le faire. Et puis, bon, en fait, d'une façon toute innocente, j'avais peut-être 5 ans là, dans ces âges-là. Alors, oui, effectivement, le temps passait un petit peu plus vite. Vous avez sans doute fait une pause durant vos études, mais quel a été votre cheminement jusqu'au Parti québécois, partant de l'époque avec votre père? Bien, écoutez, mon père m'avait inévitablement influencé pour l'Union nationale. Ben oui. Effectivement. Donc, j'ai fait mes premières armes avec l'Union nationale en politique. Alors, je travaillais quand il y avait des élections. On faisait comme scrutateur ou des choses du genre. Mais la première fois que j'ai pu voter, j'avais travaillé pour l'Union nationale, mais j'avais voté pour Robert Bourassa. Parce que c'était à l'époque aussi des nouvelles idées, la garde montante, de la jeunesse, alors de la Révolution tranquille aussi un peu. C'était, bon, le suivi de la Révolution tranquille. Alors, évidemment, et après ça, effectivement, je me suis impliquée avec le Parti québécois. Alors, j'ai toujours été très, très impliquée. Mais... Quel genre de tâches? Quand j'ai commencé, écoutez, très bas, au bas de l'échelle, j'étais une militante. Donc, j'étais responsable d'un secteur où je demeurais. Et à l'époque, je demeurais à Saint-Lambert. Donc, j'avais l'impression d'être un béret blanc quand je passais dans les rues pour aller voir les citoyens, puis frapper aux portes, pour leur demander si je voulais être membre du Parti québécois. Alors, et puis après ça, je faisais la révision des listes électorales. J'étais en charge d'un pôle électoral. Et après ça, bon, je me suis impliquée dans les différentes campagnes électorale. Donc, j'ai commencé au tout début du militantisme jusqu'à ce que ça me porte à être un jour candidate pour le Parti québécois. Et par quelle influence vous êtes arrivé à poser une candidature? J'ai toujours été très impliquée depuis mon jeune âge.
général, j'ai toujours été présidente de classe, présidente d'école. Quand j'ai fait mon cours d'infirmière, j'étais présidente de l'Association des étudiants d'infirmières de la province de Québec. Alors, j'ai pas arrêté. Comme je travaillais à l'époque pour l'équipe de Pierre Marois dans son comté, Pierre, il avait quitté la vie politique en 83 et il m'avait demandé, écoute, est-ce que tu te présenterais à la partielle? J'ai dit non, Pierre, je peux pas, je suis en instance de divorce. Je pense que je vais passer une chose à la fois importante. Alors, je me suis divorcée et en 85, ils sont revenus à la charge et là, Pierre Marois me demande, il dit, écoute, il dit, Monsieur Lévesque, je cherche des femmes. Il est convaincu qu'avec des femmes, on a plus de chances de l'emporter en 85. Puis il dit que c'est le temps des femmes, d'y aller les femmes, prenez votre place, c'est votre temps. Alors, là, à ce moment-là, je n'avais plus rien à perdre. J'étais au Conseil des services essentiels. J'étais représentante de la partie patronale au Conseil des services essentiels du fait que j'étais sur les hôpitaux et tout ça. Alors, bon, j'ai rien à perdre, pourquoi pas? Et puis, étant bien divorcée, toutes les choses étaient bien claires. Alors, ça me permettait d'avoir les coups des franches et puis de tenter ma chance. Est-ce que vous avez eu une assemblée d'investiture? Non, pas à ce moment-là. En 85, non. Et puis, c'était assez spécial parce que je vous dirais, en 85, quand je me suis présentée, j'étais au Conseil des services essentiels, puis il y avait un autre collègue qui s'appelait Bernard Bastien. Bernard Bastien, qui était le président du Conseil, Bernard, lui, se présentait dans l'Assomption. Et moi, dans Marie-Victorin. Et tout le monde le voyait gagnant. Bernard, il se voyait gagnant. On était avec Pierre-Marc Johnson, l'équipe de Pierre-Marc Johnson. Il connaissait bien Pierre-Marc, c'est un avocat. Il se voyait déjà ministre du Travail. Et écoutez, au conseil, on m'avait fait un comité d'accueil au retour parce qu'ils étaient convaincus que je ne pouvais pas, moi, battre Guy Pratt dans le comté de Marie-Victorin, que c'était trop. Écoutez, il avait marié, baptisé tout le monde. Bon, il connaissait tout le monde. C'était impossible. Puis, on sentait qu'il y avait une certaine vague aussi, en fait, de sympathie pour le Parti libéral, moins pour le Parti québécois. Donc, tout le monde me disait, écoute, Cécile n'a aucune chance de se faire élire, mais Bernard, lui, oui. Et c'est l'inverse qui s'est produit. Moi, j'ai passé et Bernard n'a pas passé. Alors, c'est assez particulier. Mais vous dites que vous n'avez pas eu d'assemblée d'investiture dans l'organisation même, dans le comté de Marie-Victorin. Est-ce que vous avez eu un appui inconditionnel? Oui, à ce moment-là, écoutez, ce qui est arrivé, c'est que j'avais rencontré M. Lévesque. M. Lévesque, bon, il voulait voir quelle sorte de personnalité que j'étais. Et après, bon, il m'avait suggéré d'aller rencontrer Pierre-Marc Johnson. J'avais rencontré Pierre-Marc Johnson. Et après ça, bon, il y a toute une équipe qui se gravite autour de vous. Et puis, bon, on avait rencontré l'exécutif de Marie-Victorin à l'époque. Et ces gens-là, en fait, compte, quoiqu'ils avaient pressenti une autre personne, m'avaient fait, bon, un interrogatoire en règle pour vérifier, bon, sonder mon cœur et mes reins, à savoir si j'étais une bonne candidate pour eux, puis si je les représenterais bien. Et ça avait été accepté. Et puis, effectivement, je n'avais pas eu de convention à ce moment-là. Vous disiez que le climat n'était pas très, très favorable au Parti québécois en 85. Quelle stratégie vous avez utilisée pour l'emporter? Moi, mon seul objectif, c'était de rencontrer le plus de monde possible. J'étais disponible pour tout. Écoutez, on a travaillé sans relâche. On est allé voir le plus de monde possible. Et même à la toute dernière minute, les pôles fermaient à 8 heures, je me souviens bien. Il était 8 heures moins 10. On est allé chercher ma fille et mon fils. Puis on a dit, là, il faut que vous alliez sonner. Ma fille, c'est une très belle fille. Fait qu'ils ont dit, toi, tu vas voir les gars qui n'ont pas été votés. Puis mon fils, tu vas aller voir les autres, puis vous allez faire sortir le monde. Et on avait mis tout le monde aux portes pour faire sortir le plus de monde possible jusqu'à la dernière minute. Et effectivement, écoutez, je pense que c'est ça. Et M. Lévesque m'avait dit, écoutez, la première fois, si vous vous faites élire, c'est l'effet de surprise. La deuxième fois, si vous vous faites élire, c'est parce que vous l'aurez mérité. Et la bataille, finalement, avait été jusqu'à la dernière minute contre votre adversaire libéral. Tout à fait, tout à fait. Et Guy Pratt, à l'époque, qui était un ancien curé, mais qui était très connu, son père était maire de la ville, avait déjà été maire de la ville de Longueuil. Guy Pratt était tellement assuré de gagner, que sa victoire était faite. De toute façon, il avait gagné à la partielle. Donc, il était tellement sûr qu'il avait travaillé un petit peu moins fort. Mais moi, je me souviens très bien, écoutez, ça, c'est une astuce qu'on avait développée. J'avais beaucoup de
j'allais beaucoup vers les personnes âgées. J'avais une grande sympathie pour les personnes âgées et notamment les femmes. Alors, je vais aller voir dans les HLM où il y avait beaucoup de personnes âgées et je leur disais, écoutez, M. Pratt, ce qu'il a dit que jamais qu'une femme, c'était pas assez fort pour être députée, puis c'était pas la place d'une femme pour être députée. Alors, je vous garantis que j'ai eu le vote des femmes, je peux vous le dire, parce que les femmes de Saint-Jean m'ont dit, on va y montrer s'ils pensent qu'une femme ne peut pas être députée. Alors, effectivement, ça avait marché. Là, vous êtes arrivé à l'Assemblée nationale, vous étiez parmi les 6 recrues à l'intérieur de 23 députés péquistes. Le PQ est dans l'opposition plutôt qu'au pouvoir. Quelle était l'atmosphère? C'était une note discordante. Les 6, nous étions une note discordante par rapport aux autres parce que nous, on était très fiers. On avait repris des comtés qui avaient été perdus au partiel. Et les autres étaient, écoutez, ils se voyaient qu'il n'y avait plus de parti ou pratiquement plus. On n'était que 23. Évidemment, eux autres, c'était la défaite totale. Alors, c'était pas évident. C'était très dur. Alors que nous, on était enthousiastes, on voulait foncer, on voulait changer des choses et on voulait prendre de l'espace et de la place. Et je me souviens très bien à l'époque, déjà, l'atmosphère était lourde, était difficile et il y avait des gens qui avaient été choqués que M. Lévesque ait pris le beau risque et que on s'en allait avec Pierre-Marc Johnson vers le beau risque et c'était la souveraineté à l'horizon. On voyait qu'il y avait déjà une division dans l'équipe. Et là, tu arrives, toi, en politique, tu comprends pas trop. Tu t'en vas dans les caucus. Là, les gens se regardent, ça parle, mais t'es pas trop sûr. Tu as ceux qui sont là depuis un bon bout de temps, qui, eux autres, fonctionnent comme étant les maîtres du jeu. Toi, tu arrives, tu dis, oups, est-ce que je peux parler, pas parler? Je peux-tu dire ce que je pense, pas que je pense? Et puis là, tu fais un petit peu attention, tu regardes un peu comment les choses se passent. Puis à un moment donné, là, oups, tu vois, là, ça commence à se dessiner. Là. Les tendances, là, de plus en plus, sont très marquées. Et quand on arrivait à certains endroits, ils mettaient 2, 3 comtés des fois ensemble, puis il y avait une cinquantaine de personnes. C'était incroyable. Et là, on était découragés. On disait qu'on ramait dans la gravelle. Et la plupart des gens disaient, c'est fini, le Parti québécois, c'est fini. Alors, évidemment, vous connaissez très bien, à l'intérieur du parti, on n'aime que les gagnants. Donc, quand tu n'es pas avec un gagnant, évidemment, là, ça s'en va de tout bord, de tout côté. Et effectivement, ça a commencé. Là, c'est vraiment là que ça a commencé, en fin de compte, à sentir qu'il y avait une division. On voulait le retour de M. Parizeau. Et puis là, il avait commencé déjà à sentir que les forces étaient en train de s'organiser autour de M. Parizeau. Pierre-Marc, c'était plus difficile pour lui. Et je me souviens, notamment, on a eu un caucus mémorable. C'est un des premiers caucus où moi, je suis sortie de là à l'envers. J'avais osé donner mon opinion, moi, une junior qui arrivait dans ce monde politique-là, et que j'avais osé défendre mon chef parce que j'avais dit, écoutez, on est venu ici en politique pour faire de la politique, et puis je comprenais pas trop tous les enjeux qui se passaient. Et je me souviens très bien, et puis là, il y en avait qui m'avaient dit, écoutez, t'enverras Cécile Vermette parler aux gens de souveraineté, puis tout ça. Je me disais, bien oui, voyons, je me sentais pas à ce moment-là comme partie prenante de tout l'ensemble de ces débats-là où moi, j'étais là pour faire équipe. J'étais là pour travailler avec un chef. C'était mon chef et puis c'était avec lui que je me suis fait élire. Puis on va continuer à travailler puis faire la bataille ensemble. Alors qu'on sentait déjà les divisions dans notre équipe. Et le caucus avait été tellement dur, mais tellement dur entre nous, là, que pas longtemps après, Denis Perron a fait une crise cardiaque. Député Duplessis. Oui, exact. Et voilà. Et c'était les séquelles du débat qu'on avait eu à l'intérieur de notre caucus. Alors, oui, les premiers moments de ma vie politique ont été assez difficiles, en fin de compte. Ça demandait de l'ajustement, énormément d'ajustement. Et je me souviens très bien qu'à un certain moment donné, au décès de M. Lévesque, il y avait eu les funérailles qui avaient eu lieu dans Taillon, dans le comté de Taillon.
Et M. Johnson était présent, et bon, moi aussi, évidemment. Et il nous avait demandé à chacun d'entre nous, qu'est-ce que tu penses que je devrais faire? Et moi, je lui avais dit à M. Johnson, Monsieur Johnson, je pense que si vous restez, ça va être très dur pour vous. En tout cas, je ne suis pas à votre place, mais si j'étais à votre place, je pense que je quitterais la vie politique. Et je m'en suis toujours voulu d'avoir dit ça, parce que je me disais, moi, qui suis-je pour dire ça? C'est mon chef. Moi, j'arrive en politique. C'était l'évaluation de la situation que moi, je m'étais fait, en fin de compte. Ces divisions-là ont amené finalement son départ. Ça a amené son départ parce qu'il s'apercevait vraiment que les forces étaient de moins en moins fortes pour lui, en fin de compte. C'était très divisé à l'époque. Et à ce moment-là, je sais que Radio-Canada était venu me voir à mon bureau pour m'interroger à savoir, bien, j'ai dit, écoutez, vous savez, il y avait eu 2 dissidences. Il y avait mis en dehors du caucus Louise Arel et M. Godin, Gérald Godin. Parce qu'ils avaient demandé qu'ils s'étaient dissociés de M. Johnson. Et j'avais dit, bien, on a le droit, probablement dans un parti politique, on devrait avoir droit à la dissidence. Et ça, c'était comme la chose la plus dure que j'ai eu à dire et à faire à ce moment-là. Et je pense qu'il y a des collègues qui m'ont jamais accepté que j'ai fait que j'ai posé ce geste-là, en tout cas. Et notamment Carmen Junot, qui n'est plus de ce monde aujourd'hui. Mais Carmen, en tout cas, je me souviens, elle me disait, tu m'avais promis d'attendre. Là, tu es sortie publiquement. Alors, évidemment, moi, j'étais à l'envers et je pense que c'était une période très, très dure. Après, il y a eu le retour de M. Parizeau. Mais bon, évidemment, j'ai accepté. Parce que c'était ça aussi. Le jeu, c'est politique. Tu vas avec le chef qui est là, finalement. Oui. Alors, avec lequel, moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler avec M. Parizeau. Parce que pour moi, c'était le chef qui avait le plus d'assurance. C'était un vrai chef. Et il y avait une confiance inébranlable en ses députés. Donc, on avait des caucus intéressants, des caucus où il y avait une grande ouverture d'esprit, où on pouvait s'exprimer facilement, sans justement que ce que j'avais connu antérieurement, où on faisait toujours attention à ce qu'on disait, est-ce que, bon, finalement, comment ça va être interprété, est-ce que je fais partie d'une gang ou pas partie de l'autre gang. Puis c'était plus facile d'apporter aussi sa vision puis ses opinions par rapport à la situation politique. Et M. Parizeau avait une grande confiance. Et c'est lui aussi qui nous a amenés vers le référendum. Et pour nous, simples soldats qui devons aller au front, c'est tellement plus intéressant de savoir que le général en chef des armées, c'est un homme qui est sûr, qui sait exactement où il s'en va, puis il ne t'emmènera pas à la bataille inutilement pour que tu te fasses justement mourir au champ de bataille inutilement. Alors moi, pour moi, c'était les plus belles années que j'ai eues dans ce que je connais de la vie politique, dans mes 23 ans de vie politique, c'est quand j'ai eu à travailler avec mon chef, qui était M. Jacques Parizeau. Au début de votre carrière à l'Assemblée nationale, là, vous veniez d'être élu en 85. Est-ce que vous étiez dans l'opposition, mais est-ce qu'on vous a donné des dossiers particuliers pour faire votre apprentissage? Oui, bien oui. Moi, comme je venais du réseau des affaires sociales, on m'a toujours orientée vers les affaires sociales. Donc, j'avais à m'occuper, en fait, des affaires sociales, justement. C'était pas la santé, mais les affaires sociales. Et puis, j'ai eu l'adoption internationale à m'occuper. Et puis, c'est venu plus tard, c'est avec M. Parizeau que ça, j'ai eu à m'occuper du dossier sur la toxicomanie. Mais à cette époque-là, et c'était des dossiers qui me permettaient de faire mes classes, en fin de compte, dans le monde politique aussi en même temps, de savoir c'est quoi, finalement, un cycle en vie politique, parce qu'il faut apprendre ça. Il faut apprendre vite, là. Tu es responsable de dossier. Là, tu dis, bon, là, il faut peut-être défendre tes crédits. Tu dis, oui, là, c'est toutes les classes. Tu as un nouveau jargon que tu apprends. Les termes, en fin de compte, là, on n'était pas des expérimentés, mais les gens te considèrent que comme tu es élu, tu es expérimenté, tu dois tout savoir, puis tu comprends toutes les anciennes lois, puis les nouvelles qui s'en viennent aussi. Donc, tu es au courant de tout. C'est une immersion. C'est total. C'est de la grande totale. Alors oui, effectivement, il faut faire ça excessivement vite. Mais moi, je suis une personne qui adore aller dans le fond des choses, puis d'apprendre. Donc, même si j'avais des petits dossiers, j'ai eu beaucoup de plaisir à m'occuper. C'était l'Office des personnes handicapées, je me souviens, au PHQ.
et puis l'adoption internationale. Mais ces deux dossiers-là, en fait, qui étaient des petits dossiers, c'est avec ça que j'ai fait du millage, pas mal de millage à part ça, de sorte qu'en adoption internationale, on a fait changer complètement la vision, parce que je me souviens, Pierre-Marc Johnson m'avait dit, écoute, tu es en train de nous faire prendre un angle à 180 degrés. Et là, je lui avais répondu, oui, mais moi, je n'étais pas là avant. Moi, j'arrive. Ben oui. Alors, je me sens pas, moi, à sentir cet angle de 180 degrés, qui a fait qu'il a aidé beaucoup les organismes à la reconnaissance des organismes dans le domaine de l'adoption internationale et qui a permis maintenant que l'adoption internationale, que les parents qui font de l'adoption internationale au Québec ne sont pas des voleurs d'enfants, puis c'est pas des gens qui veulent profiter d'un système, mais c'est des gens qui veulent donner de l'amour à des enfants puis former une famille avec eux. Alors, ça, j'étais très fière de ça. Puis l'Office des personnes handicapées, moi, j'ai travaillé très fort avec des gens qui étaient déjà impliqués dans le réseau à part égale, qui avaient des connexions très importantes avec le Parti québécois. Donc, ça me permettait de faire valoir ces dossiers-là et d'aller le plus en profondeur possible avec ces dossiers-là. Donc, c'est des dossiers à caractère social qui, pour moi, m'enchantaient parce que ça avait des causes. J'avais une cause. Et moi, pour bien fonctionner, il faut que j'aie une cause. Mais en même temps, vous deviez aussi apprendre le travail de député dans sa circonscription. Qu'est-ce que les gens de Marie-Victorin, de la région de Longueuil, vous attendaient de vous? En fait, ma présence, la présence. Ah oui? Parce que antérieurement, ils avaient eu un député qui était plus ou moins présent. Donc, ils voulaient avoir quelqu'un très présent et puis très à leur écoute. Donc, écoutez, je vous dirais, je vous ai dit tantôt que j'avais beaucoup eu de plaisir avec les personnes âgées et particulièrement les femmes. Alors, je peux vous dire qu'au tout début, en fin de compte, de mon bureau de comté, j'avais des fils de femmes qui venaient me conter des secrets de leur vie personnelle. Alors ça, là, c'était incroyable. Vous étiez une confidente à ce moment-là? Oui, en fait, j'étais devenue, oui, c'est ça. Et mon bureau est devenu pratiquement, je vous dirais, on faisait, je disais souvent, moi, on fait du travail social. Oui. C'était pas mal ça aussi, parce qu'il y avait beaucoup des poches de pauvreté dans Longueuil. Il y avait beaucoup de monoparentalité. Donc, c'était des gros problèmes qu'on avait sociaux, de différents ordres de grandeur. Mais, dans le fond, ça touchait vraiment le monde ordinaire qui avait des problèmes dans leur vécu, dans leur quotidien. Donc, il fallait vraiment avoir cette sensibilité-là à ces problèmes-là. Donc, et c'était une pépinière d'organismes communautaires. Alors, écoutez, il y a 350 organismes communautaires dans Longueuil. Donc, bon sang. voilà. Un par jour à visiter. Alors, écoutez, ça fait du monde, ça, à s'occuper. Donc, je me suis impliquée beaucoup avec les organismes communautaires. J'ai travaillé beaucoup avec eux. J'étais une députée qui, non pas voulait prendre tout le travail sur ses épaules, mais avec les gens. Donc, je leur disais, je suis une courroie de transmission. Moi, je vais vous permettre d'ouvrir les portes. Et puis après, faites votre travail, mais je vais être là en support, puis mon bureau va être là en support, et puis on va vous aider. Et je peux vous dire qu'il y a beaucoup de réussites qu'on a faites avec les organismes communautaires, en tout cas. Donc, je me suis toujours dédiée pour ces choses-là. Alors, j'ai pas chômé. J'ai travaillé très fort avec, que ce soit aussi avec les gens de la municipalité, quand c'était qui ont mis les programmes pour la réinsertion en emploi, là, avec des groupes de travail en réinsertion en emploi, donc des petites entreprises de réinsertion en emploi. En fait, j'ai été le comté qui a eu le plus d'argent. Donc, je m'impliquais beaucoup. Donc, je travaillais avec les gens des services sociaux de mon comté, avec la régie régionale, avec toutes les commissions scolaires. Je travaillais beaucoup parce que je croyais beaucoup aux jeunes aussi. Fait que pour moi, c'était très important de donner une chance autant aux jeunes qu'aux autres, évidemment. Alors, c'était un plaisir. J'ai eu tellement de bonheur et de plaisir à travailler dans ce comté-là. Vous ne pouvez pas savoir, je me suis fait des amis. Et encore aujourd'hui, je me promène encore en Longueuil, puis les gens m'arrêtent puis pour me saluer, puis me parler. En fait, on m'appelle Cécile. Mais c'est exigeant comme disponibilité. Comment vous conciliez tout ça, alors? Les distances Montréal-Québec, le travail dans le comté, le travail à Québec, la vie familiale au travers de tout ça?
Est-ce que c'est une chance ou une malchance? Je ne peux pas vous répondre. Mais pour moi, c'est une chance. J'étais divorcée. Donc, c'est déjà, ça aidait beaucoup. J'avais 2 adolescents. Aux enfants, je leur avais donné la chance d'être pensionnaire ou je prends quelqu'un à plein temps à la maison. Donc, évidemment, ils ont choisi d'avoir quelqu'un à plein temps à la maison. Et je leur avais dit aussi, écoutez, si jamais il y a quoi que ce soit, je ne suis pas plus loin que du téléphone. Vous appelez, puis moi, je vais vous répondre, vous êtes ma priorité. Alors, ma fille, au tout début, je me souviens, j'étais au Salon Bleu et c'était la période de questions où c'était en après-midi, il fallait faire un discours. Là, j'avais urgent appelé votre fille. Écoutez, je pensais que ma fille était en dessous des roues d'un camion ou je sais pas quoi, j'étais toute mal, j'allais répondre « Bonjour, maman, comment vas-tu? » Je voulais juste te dire bonjour. Fait qu'on a eu de l'adaptation de part et d'autre, évidemment. Et puis, quand c'était le temps des vacances, bien, je partais toujours en vacances avec les enfants. Donc, alors, ça a permis aux enfants d'avoir une mère qui était présente sans être trop présente. Donc, ça leur a permis de vivre une adolescence peut-être relativement heureuse, finalement. Mais je vous dirais que, tout compte fait, les enfants m'ont autant éduqué que je les ai éduqués. Alors, puis, je suis très fière maintenant de la réussite de mes enfants et puis ils ont très bien compris. Quand plus jeune, je ne comprenais pas l'importance que j'accordais aussi pour eux à leur comportement parce que j'étais très sévère. Alors, je leur disais, écoutez, vous n'êtes pas comme les autres enfants. Moi, je suis une femme divorcée, puis je suis en politique. Fait que si vous faites quelque chose de croche, tout le monde va le savoir, puis ça va sortir rapidement, puis ils vont dire, ben oui, regarde-la, elle, celle-là, là, elle aurait dû être à la maison, s'occuper de ses enfants, elle fait de la politique. Donc, j'ai dit, là, c'était très exigeant, en fin de compte, pour eux aussi, mais je pense que ça leur a donné une certaine discipline de vie, finalement, en même temps, donc qui n'a pas été malheureux pour autant. Quel souvenir vous gardez de vos interventions, de vos réalisations, peut-être même durant ce premier mandat-là, 85-89? C'est assez mitigé, mais comme je vous dis, j'étais très fière parce que, dans le fond, c'était toujours la période de questions. Est-ce qu'on peut poser des questions ou pas poser de questions? Mais finalement, avec mes petits dossiers, je posais des questions parce que j'avais toujours des gens dans les galeries. Je m'organisais avec les gens pour qu'ils soient dans les galeries. Et je me souviens, finalement, et avec le dossier de l'adoption internationale, j'avais posé une question à M. Bourassa. C'était la première fois que je posais une question à Bourassa, qui était le premier ministre du Québec. Et finalement, je l'avais eu à part ça. J'avais très bien posé ma question, puis il avait été comme je l'avais déstabilisé. Oui, Monsieur le Président. Concernant l'adoption internationale, la ministre de la Santé et des Services sociaux va-t-elle respecter l'engagement qu'elle a pris le 16 décembre en commission parlementaire et repris le 18 décembre devant l'Assemblée nationale, à savoir de tenir une commission parlementaire dans les plus brefs délais pour entendre tous ceux qui le désireront, tel qu'écrit et conscrit dans les galets de l'Assemblée nationale. Alors, après ça, ils sont venus me voir puis on dit, est-ce que tu peux poser encore des questions? Mais là, j'avais perdu le lead un peu. Mais on vous laissait de l'espace pour poser des questions, il n'y avait pas de problème. Et ça c'est les problèmes de la gestion des leaders. Hein? Oui, et ça, c'est jamais facile. Et je me souviens très bien, bon, tout le monde veut poser sa question ou tout le monde veut poser, c'est toujours très important, puis c'est plus important que d'autres. Mais je me souviens, entre autres, j'avais un collègue pour ne pas le nommer, qui s'appelle Jean-Pierre Charbonneau. Lui était en environnement. Et l'environnement, il fallait qu'il ait sa question à tous les jours. Puis quand il ne l'avait pas, et mon Dieu, que ça passait mal. Ouais. C'était des bons souvenirs. Je peux vous dire aussi, tu sais, Jean-Pierre Charbonneau, Claude Filion, puis Jean-Guy Parent, qui avait défait Robert Bourassa, on voyageait ensemble. On avait, nous, décidé de voyager en limousine, plutôt que chacun de notre côté. Puis on disait, bien, ça va économiser de l'argent, parce que c'est une limousine pour 4, donc on paie le prix, puis on divise les dépenses en 4. Et je me souviens très bien, puis là, on disait toujours aux gens, nous autres, on supporte bien l'opposition, parce que c'était la grosse limousine, puis on était dans l'opposition. Et une fois, on s'en va en Beauce, et on avait appelé le chauffeur de la limousine de venir nous chercher pour retourner à Montréal. Puis on était dans le cadre de la tournée.
Et j'imagine que le chauffeur était très fier de venir chercher 4 députés qui étaient dans l'opposition. Bon, il avait pris une grosse limousine blanche, puis il passe dans le petit village. Puis nous autres, on avait passé 1 heure de temps à convaincre les gens qu'il fallait qu'ils s'enrôlent, puis qu'ils nous donnent un peu des sous pour le parti, puis qu'on avait de la misère, puis qu'on était pauvres un peu. Puis là, lui, ça avec sa grosse limousine blanche nous cherchait. On se cachait dans le fond de la limousine. On ne voulait pas que personne nous voie. C'était épouvantable. Intéressant. On continue la semaine prochaine, Mme Vermette. Merci.